Salut Maude. Salut Marc. Maude Lelièvre, tu es la présidente du comité français de l'UICN. Alors l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est cette OIG, cette organisation intergouvernementale qui s'occupe de préserver la biodiversité sur la planète, en lien avec l'ONU, en lien avec des tas d'autres organisations intergouvernementales, inter-États, qui défend la nature, le vivant, mais pas que. On va voir aussi qu'elle cherche des chemins à mi-chemin entre les intérêts humains et le vivant. Hein. C'est pas juste les papillons et les petites fleurs, l'UICN. Et là, tu as eu la gentillesse de passer par la case Baleine sous gravillon. En fait, on est fin octobre 2025 et tu reviens de ce fameux congrès quadriannuel de l'UICN qui fixe les grands objectifs, qui répond à plein de questions. Enfin, en gros, tous les 4 ans, tous ces experts de l'UICN se réunissent avec des scientifiques, avec des experts, avec des représentants de l'État, etc., etc. Cette année, c'était à Abu Dhabi, aux Émirats. Et là, tu reviens d'Abu Dhabi. Et la première chose que je voudrais faire, Maude, c'est que je dois te remercier. Tu m'as ramené un sac de dattes. Eh oui, c'était une petite pensée de retour d'Abu Dhabi. Ça fait partie des choses qui se produisent de façon un peu traditionnelle aux Émirats. Je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas que cette mauvaise image de Dubaï ou des lieux de youtubeurs ou de grands immeubles. Il y a aussi des choses intéressantes aux Émirats. Il y a des dates. Alors, Abu Dhabi, je le dis tout de suite, je ne sais pas si tu es au courant, Abu Dhabi, ça veut dire le père de la gazelle. Tu savais ? Oui, on en a entendu parler là-bas. Donc la question, c'est pourquoi tu m'as pas ramené une tête empaillée de gazelle ? C'est une bonne idée, je le note pour la prochaine émission. Ok Maud, mon but avec toi dans cette série de Baleine sous gravillon, c'est d'expliquer en gros c'est quoi l'UICN, à quoi ça sert. Tous ceux qui bossent de près ou de loin avec les animaux, avec les plantes, avec le vivant, etc., connaissent l'importance de l'UICN, ne serait-ce que ils ont au moins entendu parler de la fameuse liste rouge, qui est une liste qui se complète chaque année et qui liste toutes ces espèces qui sont menacées d'extinction, et pas que. Donc voilà, l'UICN, c'est un gros, je sais pas comment dire, c'est une grosse usine à gaz. Et moi, mon but avec toi, avec ces émissions, c'est un peu de clarifier ce que c'est, à quoi ça sert, d'en voir aussi peut-être les avancées, mais aussi les limites, ce qu'on peut et ce qu'on doit savoir de manière un peu détendue et un peu claire sur cette immense machine avec laquelle on doit faire. Hein. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est quoi qu'on pense de l'UICN et des gens qui y bossent, il faut faire avec. Hein. C'est à peu près le seul outil inter-État qu'on ait pour faire avancer les schmilblick. T'es d'accord jusque-là ? C'est le seul en tout cas. C'est le seul endroit du monde où les États et les organisations se parlent d'égal à égal. Et c'est le seul endroit aussi où les pays du Sud parlent d'égal à égal avec les pays du Nord. Il n'y en a pas. On a bien vu lors de la dernière COP à Cali combien c'était compliqué aujourd'hui d'avoir des dialogues internationaux sur l'environnement. Donc c'est vraiment un lieu très particulier et pas du tout une usine à gaz. C'est un lieu passionnant de gens passionnés. On va voir ça. Alors, on va commencer par le commencement. On va décortiquer tout ce qui s'est fait, tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été dit. Ce qui est original, c'est que depuis quelques congrès, ce rendez-vous est public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les experts à huis clos qui se réunissent. C'est-à-dire que c'est ouvert à des tas d'ONG, y compris celles qui ne font pas partie nécessairement de l'UICN. Donc, l'UICN, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas du tout de quand ça date. Et donc, moi, je voudrais porter un petit éclairage là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire quand a été fondée l'UICN ? 1948 à Fontainebleau, mais je pense que ce qui est important de retenir, et le mot combat va te plaire, c'est que l'UICN a survécu 2 fois à la guerre. L'idée est arrivée en 1913 où on avait l'idée de faire une conférence internationale à l'époque avec des délégués qui étaient plutôt des gens évidemment des pays du Nord, là où il y avait des muséums nationaux d'histoire naturelle, avec l'idée de créer une commission consultative internationale pour la nature. Évidemment, la guerre arrive, l'idée se perd dans le drame européen. 1923, congrès à Paris, dont on a fêté il y a 2 ans le centenaire, au Muséum d'histoire naturelle, avec un congrès qui rassemble des scientifiques, des protecteurs de la nature, qui reprennent le flambeau 10 ans après et qui font une réactivation du réseau international. L'idée était, on ne fait pas simplement un lieu de rendez-vous de scientifiques, comme il y en avait beaucoup à l'époque, mais on crée un lieu avec l'objectif de protéger la faune et la flore, qui étaient dans la définition des sites et des monuments naturels, donc un tremplin vers l'action. Voilà, et puis évidemment encore la guerre, et l'UICN renaît de ses cendres en 1948 avec les grandes organisations internationales. Et là j'ai envie de te dire Maude, alors je dis tout de suite aux auditeurs, je voudrais quand même avoir l'honnêteté de préciser ça, une fois de plus je tutoie mon invité, mais il se trouve que c'est pas la première fois qu'on se croise, on s'est croisés dans des tas d'événements et de conférences qu'on a données
plus ou moins l'un en face ou l'un avec l'autre, etc. Donc on se connaît très bien. Enfin, très bien, on se connaît. C'est pour ça que je te tutoie. Je voudrais pas que les gens m'accusent de te manquer de respect. Enfin, tu me regardes. Ah non, mais pas de souci. Avec ton grand sourire, je parle à une présidente. Et tu n'es pas que la présidente du comité français de l'UICN. Tu es aussi la présidente d'une sous-partie de l'UICN qui représente les pays de l'Ouest. Beaucoup plus simple que ça, je suis élue au conseil d'administration international, c'est-à-dire l'organisme où il y a une trentaine de membres qui représentent les membres du monde entier, ONG et États. C'est comme un conseil d'administration d'association. Tu fais partie du CA de l'UICN. Et du CA de l'UICN au niveau mondial, voilà. Et simplement, on a choisi à l'UICN d'avoir des sections électorales pour éviter que l'UICN ne soit composé que d'Américains, d'Anglais et d'Australiens, mais qu'on ait aussi une représentation des pays du Sud. Je la fais quasiment à chaque émission et je la fais pas pour faire le malin, je l'ai fait parce que j'ai vécu au Chili et tu vas tout de suite comprendre. Quand tu dis avec les Américains, tu veux dire les États-Unis. J'étais sûre que tu allais dire ça, mais non, moi je dis les Américains parce qu'il y a aussi les Canadiens, il y a aussi les pays riches de l'Amérique. Dans ce cas-là, tout va bien. Et encore une fois, pardonne-moi, mais j'y tiens beaucoup, tu sais. Je sais, j'écoute l'émission, j'ai notamment écouté celle sur le bison, donc voilà. Ah, ça me fait tellement plaisir. Merci pour ça, Maude. Alors, on en revient à l'UICN pour expliquer un peu ce que c'est. Donc, en résumé, les membres de l'UICN, ce sont des autorités gouvernementales de chaque pays. Ce sont 1000 ONG. Et je vois que l'UICN est lié à 10 000 experts et scientifiques, pour donner 2-3 chiffres. Et que, petite originalité, l'UICN est basé à Gland, comme un gland, en Suisse. Et c'est pas loin de Genève, mais c'est pas Genève. C'est là où est basé le siège de l'UICN. Est-ce exact, Maude ? Oui, une banlieue très administrative dans laquelle il y a beaucoup de grandes organisations internationales qui ont leurs activités principales à Genève, notamment pour les négociations. Je reviens quand même sur des chiffres. L'UICN, c'est beaucoup plus. Ouais. C'est 15 000 experts de haut niveau reconnus, mais dans chacun des pays, des comités nationaux, on a aussi un certain nombre d'experts. On en a 600 en France, par exemple, qui ne sont pas tous des experts internationaux. On a beaucoup d'ONG de terrain. Et il y a plus de 1478 ONG. Ça veut dire qu'il y a des ONG recensées dans l'ensemble des pays du monde, à part la Corée du Nord, mais même dans des pays en guerre, même dans des zones difficiles. Parfois, il n'y en a qu'une seule ONG. Parfois, c'est particulièrement difficile pour eux. Et on a des experts dans l'ensemble des pays du monde entier. Alors toi, tu dis que c'est pas une usine à gaz, mais vu de l'extérieur, je te garantis que c'en est une. Toi, tu es dedans. Le but, c'est de clarifier un peu pourquoi existe l'UICN et c'est quoi vos missions principales. Il y a 2 missions globales, mais après, tu vas me détailler les missions plus dans les détails. Les 2 missions globales, c'est d'influencer et d'encourager et d'assister les pays dans la conservation de l'intégrité et de la biodiversité de la nature. Tu vois, c'est de longues phrases, mais en gros, c'est de protéger la biodive au niveau étatique, on va dire, c'est la première partie de la mission de l'UICN, mais il y a une deuxième partie qui est de s'assurer que l'utilisation des ressources naturelles est faite de façon équitable et durable. C'est-à-dire qu'en gros, l'UICN, il y a une partie très réaliste dans ce que fait l'UICN, c'est-à-dire que c'est bien joli de dire qu'on veut protéger la biodive. Tu seras d'accord avec moi pour dire que ça ne marche pas autant qu'on le souhaiterait, puisque la biodive est en chute libre à peu près partout, tout le temps. Donc l'UICN est là aussi pour faire le gendarme de comment on utilise, comment circulent les ressources naturelles. Est-ce qu'au-delà de ces missions globales, toi, tu voudrais rappeler quelles sont les grandes missions de l'UICN ? Moi, ce n'est pas vraiment les missions que je lui attribuerais en priorité. D'abord, c'est un arbitre de la légitimité scientifique. Tout le monde parle du fait qu'il faut revenir au droit et à la science. Presque personne n'y revient. Aujourd'hui, l'UICN valide de nouvelles connaissances. Le statut vert des espèces, dont j'espère qu'on pourra en reparler tout à l'heure. La mise à jour de la liste rouge, qui est le baromètre des espèces. Ouais. Il établit un consensus dans le monde de la conservation. Et autant sur le climat, ça peut être facile. Autant quand on compare une antilope saiga avec un dauphin, ça devient quand même passablement plus compliqué, encore plus si on doit le comparer avec un écosystème de dunes sableuses. Ce sont des standards scientifiques qui deviennent une référence incontournable. 1, l'arbitre de la légitimité politique, les scientifiques. 2, c'est un outil d'influence diplomatique. C'est pour ça que je reviens sur cette idée d'usine à gaz qui n'est pas du tout mon point de vue. C'est complexe techniquement et c'est pour ça que les gens ont un peu du mal à rentrer dedans. Mais l'UICN, c'est un lieu où on a des délégués, des ministres, au même rang que des ONG qui sont observeurs des parties pendant les COP. Et l'UICN permet de mettre à l'agenda des sujets qui peuvent être oubliés, des sujets qui avancent trop lentement. Ça a été le cas avec les discussions sur BBNJ, qui peuvent dénoncer des situations critiques. Ça a été le cas sur le loup. J'ai pas compris ce que tu viens de dire, BBNJ. Le traité de la haute mer. Ah, ok. Attends, mais le grand public, il sait pas ce que c'est. Mais c'est des experts, tiens, non ?
Oui, mais Ouais, BBNJ. ok, d'accord. Je refais. Ouais. L'UICN, c'est un outil d'influence diplomatique parce qu'elle réunit à la fois des ministres, des experts, mais aussi des ONG. Elle siège en tant que partie, comme observeur pendant les COP, et elle exerce une pression sur des situations critiques. Elle met à l'agenda des sujets qui ont pu être des sujets négligés, oubliés. On a bien vu la question du plastique dans les océans. Aujourd'hui, d'autres traités qui sont en cours de discussion. Il faut que ça puisse avancer, de façon collective. Troisième rôle, pour moi, c'est une fabrique de la norme internationale. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas sexy, mais à un moment donné, si on n'a pas un lieu pour créer de la soft law, finalement, on fait que des plaidoyers dans les COP. Il faut un lieu pour pouvoir définir des choses qui ne sont pas forcément contraintes juridiquement, mais qui sont absolument efficientes sur le terrain. On n'a pas fini de présenter l'UICN, et t'inquiète pas, tu auras 1000 occasions d'expliquer ce que vous faites aujourd'hui. On va y venir tranquillement. J'ai dit les 2 grandes branches des missions de l'UICN. Mes recherches m'ont montré que les grandes missions de l'UICN, c'est 1, attribuer aux espèces un statut de conservation. 2, l'UICN édite sa fameuse liste rouge des espèces menacées au fur et à mesure, ongoing process. Là, actuellement, il y en a 172 000 à peu près qui sont suivis, qui sont évalués, dont à peu près un tiers sont menacés de disparition. Hein. On va tout de suite casser le suspense. C'est une des grandes conclusions de cette année. Mais pour en revenir aux missions, l'UICN aussi classe les aires protégées en 7 catégories différentes. L'UICN est un organisme consultatif pour l'étude des candidatures des sites naturels à la liste du patrimoine mondial. Pardon, c'est beaucoup de verbiage, mais en gros, c'est vous qu'on consulte pour savoir si tel site peut faire partie du patrimoine mondial. Ensuite, vous évaluez l'état de conservation de ces sites. Donc il y a un vrai rôle de check de ce qui s'y passe. Il y a un rôle consultatif auprès de grandes instances internationales comme la FAO par exemple, l'organisation internationale qui se penche sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Et enfin, pour rester aux grandes missions globales, l'UICN est un membre observateur à l'ONU, rien de moins. Donc quand je disais que c'était un peu le gendarme de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait en matière de biodive, est-ce que j'ai oublié de grandes missions ? Juste vraiment les très grandes missions. C'est un acteur de terrain. On a 40 bureaux régionaux dans le monde, notamment dans des zones de danger critique pour la biodiversité, avec l'accompagnement des ONG de terrain. C'est vraiment pas un endroit où on fait du plaidoyer, c'est un endroit où on agit. Ok. Alors maintenant, je voudrais revenir très rapidement sur les grandes dates de cette OIG dont on parle jamais. À chaque fois, on cite la liste rouge de l'UICN. C'est juste un acronyme. Là, l'ambition, si tu veux, de cette série avec toi, c'est juste qu'on connaisse un tout petit peu mieux l'UICN. Alors, tu as rappelé tout à l'heure qu'elle a survécu à 2 guerres. Ce qui s'est passé, moi, la première grande date que j'ai, c'est 1946. Un certain Joseph Needham, qui était le directeur de la toute nouvelle division scientifique de l'UNESCO, il exprime le souhait qu'il existe une organisation internationale de grande ampleur dédiée à la protection de la nature. Et ça aboutit à la fondation de l'UICN en 1948, avec plein de bonne volonté. Au départ, il y avait juste 18 gouvernements, 7 organisations internationales de protection de la nature et une centaine d'institutions diverses, etc. En 1956, elle est rebaptisée de son nom qu'on connaît tous aujourd'hui, l'UICN, en fait, l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est l'acronyme français. Avant, elle ne s'appelait pas pareil. Et la date que j'ai retenue ensuite, après 1956, c'est 64, parce que 64, c'est l'année où l'UICN lance, j'allais dire son produit, sa création la plus connue. En 1864, l'UICN lance la liste rouge des espèces menacées. Maude, en quelques phrases, à quoi ça sert ? Et obtient la création de la convention CITES, parce qu'en fait, c'est toujours agir et c'est pas simplement faire des baromètres. La convention CITES qui gère le transport, l'achat, la vente, les scientifiques étaient partis du même constat. Les scientifiques de l'UICN, à la fois, il fallait un baromètre pour évaluer, donc la liste rouge, sur laquelle je vais revenir, et il fallait aussi un lieu pour agir sur le plan international. Ouais. Le point de départ, c'était la disparition accélérée des éléphants en raison de la vente de l'ivoire. Et donc, à ce moment-là, à cette conférence, cette convention, l'UICN a décidé d'agir sur les 2 plans. Alors, la liste rouge, c'est ce que les gens connaissent le mieux de l'UICN. C'est un baromètre des espèces, c'est ce qui permet de savoir quel est l'état de conservation de cette espèce. Ça se complète aujourd'hui avec un statut vert des espèces. Mais en gros, pour rester sur cette liste rouge, on a aussi bien une évaluation des coraux que des mammifères, que des amphibiens, que des écosystèmes, la faune et la flore. Pas tous, parce qu'on a simplement une partie marginale d'évaluation aujourd'hui, et ça permet surtout de rapprocher ces indicateurs des facteurs principaux de disparition de la biodiversité, d'affecter des causes, de pouvoir en fait avoir une projection et une évaluation de l'état aujourd'hui de la nature.
Bon, évidemment, les conclusions, elles sont celles qu'on retrouve de façon commune avec un déclin accéléré. Et surtout, les listes rouges permettent de mettre en avant le fait qu'il n'y a aucun groupe d'espèces qui n'est épargné, que ce soit les insectes, les oiseaux, toutes les catégories voient leur statut se dégrader. Ouais, ok. Je précise quand même, pour qu'on comprenne bien, que là, sur Terre, à l'heure actuelle, on a classé dans la grande armoire du vivant, il y en a plein qui n'aiment pas cette expression, mais environ 2,5 millions d'espèces en tout. On va rapidement atteindre les 3 millions, mais bref, on va dire, les chiffres officiels, c'est 2,5 millions d'espèces. L'UICN n'en inventorie que 172 000 sur les 2,5 millions, mais essaye de taper, entre guillemets, dans plein de groupes du vivant différents. Les coraux, les arbres, les insectes, les poissons, les trucs. Tu veux dire quelque chose ? 172 000, dont 48 000 qui sont à risque d'extinction et un quart des espèces menacées d'extinction. Donc c'est vraiment aussi un baromètre qui n'est pas fait au hasard, oui, mais dont les espèces pour lesquelles les espèces choisies sont celles qui sont aussi des espèces emblématiques sur les risques d'extinction connus. Oui, effectivement. Oui, on se doute bien que vous n'avez pas tapé au hasard dans les 172 000 espèces que vous avez choisies et qui est une liste, encore une fois, qui s'agrandit chaque semaine, chaque mois. Par exemple, fin 2024, il y en avait 169 000. Et là, à l'heure où on parle aujourd'hui, il y en a 172 000 en effet. Donc on voit que c'est une liste qui s'agrandit au fur et à mesure. Je continue juste. Je voudrais vraiment, encore une fois, apporter un tout petit peu de lumière dans les recoins de l'UICN pour dire que l'actuelle présidente, alors il y a une présidente et un directeur de l'UICN, je voudrais quand même dire leur nom, c'est important. La présidente actuelle en 2025 de l'UICN, c'est une dame qui s'appelle Razan Khalifa Al-Mubarak, c'est la présidente de l'UICN depuis 2021. Elle vient des Émirats, c'est une Émirati, donc là elle jouait à domicile. Tu me fais oui de la tête. J'imagine que c'est pas elle qui t'a donné les dates que tu m'as offertes. Non. Il n'y a pas de corruption à l'UICN. Je peux te rassurer, elles viennent d'un marché local. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, avec qui tu as discuté. Je voudrais vraiment que tu me dises un mot sur cette femme. Moi, ce que je sais d'elle, c'est que son papa était ambassadeur à Paris quand elle avait 5 ans et il a été assassiné par Abu Nidal, des terroristes palestiniens. Et c'est quelqu'un, Razan Khalifa Al-Mubarak, la présidente de l'UICN, qui est titulaire d'un master en compréhension des changements environnementaux qu'elle a obtenu à Londres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette femme ? Qu'elle était en train de faire son doctorat aux États-Unis quand le 11 septembre est arrivé, qu'elle est rentrée, et puis que c'est une passionnée de la nature. Elle a exercé des responsabilités très jeune à la direction de l'agence gouvernementale, puis impliquée dans différents postes aux Émirats. C'est un sujet sur lequel je voudrais revenir, parce que souvent on a une idée un peu fausse des femmes qui agissent dans un certain nombre de pays. Aux Émirats, à la différence de la France, c'est que l'ensemble des personnes qui dirigent les programmes environnementaux sont des femmes. Et donc à qui on a confié des responsabilités. Comme toi en France ? Pas vraiment, moi j'ai été élue, mais en tout cas, si on regarde aujourd'hui les agences françaises, on peut dire que sur la plupart des agences françaises, on a plutôt des hommes. L'environnement technique est souvent confié à des hommes, et de façon générale, on n'a pas une proportion à une égalité, ce qui n'est pas vrai dans un certain nombre de pays du Sud que moi je fréquente à l'international. Ouais. Il y a une large place qui est faite aux femmes à l'UICN, et c'est très bien. Et il y a aussi une large place qui est faite aux pays émergents. Et il me semble même qu'il est quelque part écrit dans vos statuts que 70% des employés de l'UICN doivent provenir de ces pays pauvres et émergents. Et voilà, donc je précise juste ça au passage, cet accent qui est mis, que je salue. Alors, la présidente, on a vu que c'était cette Émirati. J'ai vu qu'il n'y avait eu qu'un seul président français, c'était de 63 à 66, le monsieur s'appelait François Bourlière. Ça remonte un petit peu, oui. Ça remonte un petit peu. Là, j'ai vraiment vu que tous les derniers présidents, c'est des gens de pays, encore une fois, émergents, d'Asie, d'Afrique, etc. Il y a eu un Chinois de 2012 à 2021, le prédécesseur de Razan, de la présidente de l'UICN. Très grand scientifique, oui. Très grand scientifique, Zhang Xingsheng, c'est le prédécesseur de Razan Khalifa Al-Mubarak. De 2012 à 2021, c'était un Chinois. Et j'aimerais que tu m'expliques la différence entre ces présidents, là, dont je viens de donner quelques noms, et les directeurs généraux. L'actuelle directrice de l'UICN, c'est une costaricienne, elle vient du Costa Rica, un pays que j'ai bien connu, j'y ai vécu presque un an. Elle s'appelle Gretel Aguilar, c'est l'actuelle directrice de l'UICN. Alors, en plus de nous dire un mot sur elle, je voudrais juste que tu nous expliques c'est quoi la différence entre le président et le directeur de l'UICN. En gros, qui a le plus de pouvoir ?
Ils ont des rôles différents en fait. L'UICN, c'est une grande machine sur laquelle il faut mener des actions de terrain de façon parallèle. Un directeur général a même un rôle de diplomatie. Alors la chance, c'est quand les deux s'entendent bien. La présidente et le directeur. La présidente a une vocation à présider le conseil d'administration et aussi en être un peu l'ambassadrice. Les rôles sont d'ailleurs très bien écrits dans les statuts de l'UICN, mais c'est assez complémentaire. Mais... C'est pas un premier ministre et un président, c'est vraiment deux rôles. Il y a la directrice générale, mais vraiment en œuvre les programmes, parce qu'évidemment, ça suffit pas de se voir au conseil d'administration tous les 4 mois, avec des réunions intermédiaires, avec des représentants du monde entier, et quand même un petit souci quand même de bilan carbone, on évite de se rencontrer tous les mois à Genève, ce serait pas très ni cohérent ni efficient. Donc on a besoin d'avoir des mises en œuvre de façon concrète, et puis 192 pays dans lesquels il y a des problèmes environnementaux. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les Seychelles, puisque c'est une des rares motions qu'on n'a pas pu adopter au Congrès mondial, mais ça veut dire qu'il faut travailler vite avec les membres, avec les États, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une destruction définitive, par exemple ici d'un site patrimoine de l'UNESCO. Donc en fait, on a besoin d'un coordonnateur. On pourrait peut-être dire que la présidente, le conseil d'administration, Razan Barak, les gens qui sont élus, c'est un peu les programmateurs, ceux qui stratégisent ce qu'on doit faire à l'UICN. Et puis la directrice générale, Gretel Aguilar, c'est la chef d'orchestre, celle qui met en musique tous nos choix stratégiques. On a besoin des deux au quotidien. Le prédécesseur de Gretel Aguilar s'appelait Bruno Oberlo, c'était un monsieur, tiens toi qui te plaignais de ne pas avoir assez de femmes, et en plus c'était un Suisse. Peut-être un point sur l'histoire de l'UICN, parce que je pense que ça joue. Quand ça a été créé en 1948, on était dans un autre monde. On avait des gens, des grands scientifiques, des pays du Nord qui se rencontraient. Et les premières décennies, il y avait eu des élections peu concurrentielles. Finalement, une sorte de tour de table au fur et à mesure que les postes devaient être transmis d'un pays à l'autre. Depuis l'ère nouvelle, depuis l'époque moderne, au moins depuis les années 80-90, on a une option concurrentielle sur l'UICN. C'est-à-dire que les gens ne sont pas simplement là pour prendre un poste comme on nommerait des gens à l'ONU ou à la FAO que tu évoquais tout à l'heure, mais ils sont en campagne électorale pour faire valoir des positions, des visions du monde qui sont différentes. Il y a une vraie bataille entre les anglo-saxons et les pays peut-être plus francophones, parce qu'on n'a pas la même vision du droit, on n'a pas la même vision des programmes, on n'a pas la même vision de la réparation. Et moi, je viens de faire 1 an de campagne électorale pour être élue conseillère. Eh bien, c'est un vrai travail de soft power, et c'est pas simplement quelque chose d'acquis par avance. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'on a un président chinois, des candidatures brésiliennes, indiennes, émiraties, et plus tellement européennes. Tu me dis, et c'est normal qu'il y a des cultures qui poussent dans des sens différents au sein de l'UICN, et c'est bien normal puisque c'est une organisation internationale. Je voudrais que tu aies la gentillesse, la sympathie de nous dire en gros les différences entre les francophones, les anglophones et puis peut-être les asiatiques ou les africains, que sais-je. Juste que tu nous donnes une espèce d'image pour nous autres qui n'y sommes pas, pour qu'on comprenne en quelques phrases les grandes différences. Pour moi, la grande différence, c'est celle du droit. Parce que ce n'est pas une question de zone géographique, ça dépend à quel univers juridique on appartient. Quelle langue on parle également au sein de l'UICN. Il y a 3 langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol. Le groupe espagnol et le groupe francophone ont tendance à partager la même vision de droit. Contrairement au droit anglo-saxon, ce ne sont pas les mêmes principes. Par exemple, le droit anglo-saxon va travailler beaucoup plus sur la réparation et l'indemnisation. Le droit européen, plutôt français, va travailler sur le principe de précaution. Donc ça veut dire que ça induit des politiques de conservation qui sont différentes. C'est pas une question d'opposer les Africains. Les Africains francophones vont être beaucoup plus proches de nous qu'ils vont l'être, par exemple, des Canadiens. Donc c'est vraiment des sujets, des appréhensions différentes. Et comme l'UICN est fondé sur la science qu'on partage tous et sur le droit pour lequel on a des histoires culturelles différentes, ben effectivement on se regroupe par peut-être famille d'experts juridiques plus que par famille de langue. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Maude. Je te remercie beaucoup pour ta lumière. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.